Nous sommes guidés par notre inconscient. La plupart de nos actes relèvent de lui. Les décisions que nous prenons, c'est lui qui nous les dicte. J'en viens souvent à me demander qui commande ici. Sommes-nous encore maîtres à bord? Quelle est la part de contrôle que nous exerçons vraiment? L'influence de notre inconscient s'exerce pratiquement sur tout. Les études récentes le confirment. La tendance n'est pas « on pensait que toutes ces choses étaient inconscientes, mais maintenant on découvre qu'elles sont conscientes ». Non, c'est même tout le contraire. Plus on avance dans nos recherches, plus la part du conscient diminue. La part du moi conscient dans notre tête rétrécit de plus en plus. Ce qui caractérise l'être humain, ce sont tous ces signaux électrochimiques qui circulent dans notre tête. Notre boîte crânienne n'a pas d'ouverture, ce qui fait que pour accéder à l'information, on est obligé de passer par les organes des sens, la mémoire ou la connaissance. Et à partir de ça, on se fait une représentation, une simulation de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas que le monde extérieur n'existe pas, il est bel et bien là. Mais nous ne l'avons jamais habité ni même visité. Le seul endroit où nous vivons, c'est à l'intérieur de notre tête. Dès que nous ouvrons les yeux au réveil, des signaux électrochimiques restituent de manière inconsciente le monde qui nous entoure. Notre pouvoir de décision conscient se limite le plus souvent à des sujets auxquels nous avons choisi de nous consacrer. En revanche, c'est le cerveau qui fait automatiquement et inconsciemment le tri dans la foule des perceptions. Si jamais ce jeune homme croise la femme de sa vie aujourd'hui, il ne la remarquera que si son inconscient la lui signale. Car notre cerveau décide sans la conscience si telle ou telle information doit être relevée ou non. Il est aussi à l'œuvre quand nous croisons celui ou celle qui pourrait devenir notre grand amour. Si l'on peut se déplacer en somnambule à travers le monde, c'est parce que chacune de nos expériences laisse une trace, et donc un souvenir. Nous allons puiser dans ces archives le jour où nous rencontrons quelqu'un pour la première fois. Parce qu'inconsciemment, nous généralisons les expériences passées que nous avons faites avec autrui. Nous avons besoin de moins de 100 millisecondes pour nous faire une opinion sur un visage que nous n'avons jamais vu auparavant. Est-il fiable, compétent, etc. Ces jugements ne sont pas forcément exacts, mais ils ont l'avantage de se façonner très vite. Alex Todorov a confronté des volontaires à des visages qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé à la conclusion suivante. La première impression se dessine tellement vite que la raison n'a pas le temps d'influencer la réaction. Des yeux rapprochés, un visage anguleux, sont ressentis comme agressifs. Les visages poupins sont classés dans la catégorie digne de confiance mais pas compétent. Quand la raison s'en mêle, les observateurs deviennent simplement un peu plus sûrs de leur réaction initiale. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont dans le vrai. Les autres nous jugent à partir des traits de notre visage. C'est là la grande découverte d'Alex Todorov. Même si vous n'avez pas l'intention de formuler un jugement, votre cerveau classe le visage dans telle ou telle catégorie spécifique. Ce processus se fait automatiquement. Depuis des années, des scientifiques cherchent à programmer des ordinateurs qui réaliseraient ce que nous faisons apparemment sans effort, reconnaître un visage.
Ce module spécial dans le lobe temporal droit scanne les visages. Il les fait passer au crible de nos banques de données internes en quelques fractions de secondes. Ainsi, nous sommes capables de reconnaître un ami que nous n'avons pas vu depuis 10 ans, voire même une personne que nous n'avons croisée qu'une seule fois. Une condition cependant. Le visage en question doit être associé à une émotion. Plus l'émotion est forte, plus la reconnaissance se fera facilement. Nos expressions faciales sont dues à l'activation de l'un ou de plusieurs dizaines de muscles composant le visage. Si l'on passe en revue toutes les combinaisons possibles, seulement 3000 d'entre elles sont porteuses de sens. Et notre cerveau les connaît toutes. Car aux côtés du centre de reconnaissance des visages, travaille celui des mimiques, qui est chargé de capter les micro-mouvements chez l'autre puis de les interpréter. Les informations sont ensuite transmises à la zone de notre cerveau responsable de l'empathie. Nous voyons un visage et nous croyons ressentir ce que l'autre ressent. Parce que des signaux électrochimiques circulant inconsciemment nous y poussent. C'est quelque chose que nous ne pouvons ni verbaliser, ni contrôler. Un rire franc, par exemple, est déclenché par d'autres groupes de muscles qu'un rire forcé. Pourtant, nous avons le plus grand mal à faire la différence entre les deux. Ce qui n'a pas de visage est scanné par le centre de reconnaissance des objets, ici en bleu sur l'image. Chez les autistes, c'est cette zone du cerveau qui s'active en présence d'êtres humains, et non le centre de reconnaissance des mimiques en rouge. Pour eux, un visage est un banal objet, d'où une insensibilité aux émotions de leur interlocuteur. Nous autres, en revanche, nous avons parfois tendance à surinterpréter. Dans une étude, nous avons montré que l'apparence physique des candidats à une élection permet de prédire le résultat des suffrages à 70%, et ce, sur un simple coup d'œil sur une photo. Les personnes qui participaient à cette étude ignoraient qu'il s'agissait d'hommes politiques. Elles ne connaissaient pas ces visages. Pas étonnant que notre premier rendez-vous galant nous mette les nerfs à vif. En quelques fractions de secondes, notre cerveau scanne une foule de détails. Finesse de la taille, rondeur des hanches, dilatation des pupilles, symétrie du visage, odeur, et vérifie ainsi si nos systèmes immunitaires sont compatibles. Les scientifiques savent aujourd'hui que nous tombons le plus souvent amoureux de personnes qui nous ressemblent. Nous aurions même tendance à choisir des partenaires dont la largeur de nez et le QI sont comparables aux nôtres. « 90% de notre communication émotionnelle est non verbale. Et plus l'autre imite nos gestes et nos expressions, plus nous tombons sous le charme. Et plus nous l'apprécions, plus nous l'imitons, jusqu'au rythme de la respiration quand nous nous parlons. » Quand nous tombons amoureux, notre cerveau libère une grande quantité d'hormones. Ces hormones troublent notre perception et créent une dépendance. Ainsi, nous n'aspirons plus qu'à une chose, être avec l'autre. Contrairement à une idée communément répandue, les hommes tombent plus vite amoureux que les femmes et de manière plus durable. Mais chez les deux sexes, c'est l'inconscient qui décide, avec une bonne longueur d'avance sur notre raison. Dans le prochain épisode, vous saurez si la relation entre Martha et Jake va prendre un tour sérieux, ou si finalement elle volera en éclats. Vous regardez une femme
une partenaire potentielle, et immédiatement vous vous mettez à assimiler toutes sortes de choses. Sa façon de parler, son apparence physique. Le plus petit mouvement est intégré à des processus complexes, et à la fin, le cerveau va trancher. Acceptable, elle me plaît. C'est un... C'est une situation banale, du cul pour beaucoup d'entre nous. Le lendemain de la première nuit entre deux êtres humains. Des signaux électrochimiques sont échangés dans leur cerveau de manière inconsciente, à la recherche de réponses. L'amour est le domaine dans lequel nous sommes le plus assujettis aux automatismes de notre cerveau. Ils ont des papillons dans le ventre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent même pas encore vraiment qui est la personne avec laquelle ils viennent de se réveiller. Les décisions que nous prenons ne sont pas guidées par des pensées conscientes. Et surtout pas les décisions importantes, comme par exemple le choix d'un partenaire. On dresse une liste de pour et de contre. La liste des contre est très longue, et malgré cela, on décide de se lancer dans une relation avec telle ou telle personne. Voilà pourquoi je prétends que nous sommes gouvernés par notre inconscient. La conscience est une sorte de clap de fin qui se manifeste lorsque tout est déjà joué. Un tour de passe-passe diplomatique de notre cerveau pour nous faire croire qu'on a encore notre mot à dire. Le terme d'intuition fait en général référence à nos sentiments. On sent d'instinct qu'une chose est bonne ou mauvaise pour nous. Ces sentiments subjectifs sont extrêmement importants, car ce sont les signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire si nous devons ou non faire telle ou telle chose. Que nous tombions amoureux ou que nous rattrapions une balle, nous apprenons de nos expériences. Et souvent, nous ne savons même pas ce que notre cerveau a enregistré. Quand nous rattrapons une balle, la plupart d'entre nous ne savent pas ce qu'ils font. Nous nous contentons de ressentir la balle. Sans y réfléchir, notre cerveau nous fait courir de façon à ce que notre angle de vue sur la balle soit toujours le même et que nous soyons au bon endroit pour la rattraper. Mais la règle d'or qui nous fait agir ainsi échappe à notre conscience. Admettons que nous devions coordonner de façon consciente chacun de nos mouvements lorsque nous jouons à la balle. La partie tournerait vite court, car notre cerveau brûle autant d'oxygène et de sucre que nos muscles. Lorsque notre inconscient prend le relais, nous ne savons plus pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais tout nous semble facile. Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à nous écarter de nos habitudes. Pour survivre dans un monde complexe, nous avons besoin de préjugés, de routines. Comme un GPS interne, des systèmes de filtres inconscients nous guident à travers le chaos du quotidien moderne. Et lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau met tout en œuvre pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. D'un point de vue purement scientifique, être amoureux, c'est avant tout être stressé. Dans ce cas de figure, notre amygdale s'active. Or, cet organe responsable du sentiment de peur se déclenche traditionnellement lorsqu'un danger nous menace. L'amygdale nous place en état d'alerte, d'où l'agitation ressentie quand nous sommes amoureux. Dans le même temps, l'état de panique nous rend aussi un peu aveugles.
ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas vraiment les défauts de notre partenaire. Parallèlement, les centres du circuit de la récompense réagissent eux aussi. L'endorphine, un opiacé naturel sécrété par l'hypothalamus, nous rend complètement euphoriques. Tout comme la sérotonine, produite par le tronc cérébral, et grâce à laquelle notre humeur est au beau fixe. Ce cocktail agit comme une drogue. Pendant cette phase de la relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. L'amour rend accro et indulgent, même quand l'homme de notre vie ne nous tend pas de petits pains. Car pendant que notre cortex cérébral, et donc notre conscience, barbote dans les drogues du bonheur, l'hypothalamus ordonne la production de cortisol, l'hormone du stress, qui rétrécit notre champ de vision lorsque nous sommes menacés ou amoureux. Au tout début d'une relation amoureuse, nous sommes donc facilement manipulables, car sur le plan neurologique, nous sommes dépendants, aveugles et stressés. Et nous commençons même à nous ressembler. Grâce à la testostérone. Étonnamment, l'hypothalamus et la thyroïde réduisent la production de cette hormone sexuelle mâle chez les hommes amoureux, alors que les femmes amoureuses en produisent davantage. Nos cerveaux ne s'habituent que lentement à cette ronde hormonale. La drogue fait donc effet plusieurs semaines, voire des mois. On est comme scotchés l'un à l'autre. Pendant cette phase, nous assurerions très certainement notre descendance, si des cerveaux humains n'avaient pas inventé la contraception. Au bout de 6 à 9 mois, l'effet d'ivresse commence à s'estomper. Mais si tout va bien, nous sommes déjà sous ocytocine, une hormone qui favorise le sentiment d'attachement. Elle est également sécrétée par la glande thyroïde pendant l'orgasme, et aussi chez les femmes qui allaitent. L'ocytocine ne génère pas de stress, mais l'empathie et le sens du sacrifice. Elle nous pousse donc inconsciemment vers une relation durable, même si notre conscience rejette catégoriquement ce genre d'idée. Hélène Fischer est professeure d'anthropologie. Elle étudie les cerveaux amoureux grâce au tomodensitométre. Elle vit à New York, mais même dans la métropole de la modernité, les êtres humains sont guidés par des circuits électrochimiques totalement automatiques et préhistoriques. Tous deux danseurs, Rob et Sarah, sont en couple depuis plus d'1 an. Et les travaux de la scientifique leur donnent bon espoir. Dans le cerveau des couples heureux, Hélène Fischer a découvert que les centres de récompense étaient encore très actifs, même au bout de 20 ans de vie commune. Mais pourquoi tombons-nous amoureux de certaines personnes et pas d'autres ? Pour le savoir, Hélène Fischer a interrogé 28 000 personnes. Et l'anthropologue en est aujourd'hui convaincu. Il existe 4 types de cerveaux dont les caractéristiques dépendent du niveau d'hormones présent dans nos têtes. Les aventuriers, dirigés par la dopamine, et les casaniers, gouvernés par la sérotonine, s'éprennent de partenaires du même type qu'eux. Les décideurs, pilotés par la testostérone, tombent en revanche amoureux de négociateurs conduits par les estrogènes, et inversement. Mais nous n'en sommes pas conscients. Dans notre cerveau, des tas de processus inconscients sont responsables du fait que nous sommes automatiquement attirés par telle ou telle personne. Leurs vêtements nous renseignent sur leur classe sociale et leur niveau d'études. Leur énergie transparaît dans leur façon de bouger, leur attitude corporelle, et même les traits de leur visage trahissent leur niveau de testostérone et d'estrogène. Autant d'informations que notre cerveau traite de manière inconsciente. Notre cerveau prend des décisions bien avant qu'elles frappent à notre conscience. Mais en combien de secondes exactement? C'est ce que John Dylan Haynes tente de déterminer. Dans son laboratoire de Berlin, il analyse les décisions humaines grâce à un tomographe à résonance magnétique. Dans chaque zone où des neurones sont activés, la consommation d'oxygène augmente. Le tomographe permet de visualiser quelle zone s'active et à quel moment. Comme toutes les personnes testées, Martha va devoir faire une chose très simple. Je vais vous demander d'appuyer sur le bouton gauche ou le bouton droit, spontanément, au moment où vous le souhaitez. En laboratoire, nos décisions et donc notre libre arbitre sont réduits à une simple pression sur un bouton
pour rendre visibles les modèles d'activité de notre cerveau. Une pensée aussi simple que celle-là fait déjà s'activer des millions de cellules nerveuses. Presser sur un bouton, c'est encore observable. Mais le résultat de tous les tests pratiqués est étonnant. Nous avons découvert que l'activité cérébrale montre quel choix la personne va faire 7 à 10 secondes avant la décision consciente. Il semblerait donc que notre cerveau programme à l'avance la décision et qu'au moment où soi-même on a le sentiment de décider, les jeux sont déjà faits. Au quotidien, nous ne remarquons pas tout ce que notre cerveau décide sans nous consulter. Car notre conscience ne peut pas détecter les influences inconscientes. Elle peut tout au plus y opposer sa réflexion après coup. Que ce soit pour choisir nos vêtements ou un partenaire, nos circuits électrochimiques totalement automatiques ont déjà décidé bien avant que nous commencions à réfléchir au problème. Vous venez de bâiller ? Le bâillement est contagieux, c'est un réflexe inconscient. Plus on imite le bâillement facilement, plus on ressent de l'empathie envers les autres. On lit des émotions dans chaque geste, sur tous les visages. Mais on ne sait pas ce qui pousse Jake et Martha l'un vers l'autre. Chez les personnes amoureuses, nous avons détecté de l'activité dans le noyau accumbens, une sorte de petite usine à hormones qui joue également un rôle dans les comportements d'addiction intense. J'ai toujours su que l'amour était une drogue, merveilleuse quand tout va bien, terrible quand cela se passe mal. Jetzt hast du keine Lust mehr. Erst brichst du es an und dann wird's wieder unter den Tisch gefegt. Machst du auch ständig. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ach, keinen Bock mehr. Ja, drauf. Ja, dann schweigst doch wieder unter den Teppich. Was ist denn dein eigentliches Problem? Muss es jeder mitkriegen? Muss es jeder hier hören? Das ist dir einfach gesagt. Même lorsque nous nous disputons avec la personne que nous aimons, des circuits inconscients sont actifs et enveniment le conflit, alimentés par les paramètres improbables. Quelquefois, les arguments sont moins importants que les chaises sur lesquelles on est assis. Inversement, il suffit parfois d'une gorgée de thé chaud pour désamorcer une dispute, ou d'un éclat de rire. Car nous rions non pas parce que nous trouvons les autres drôles, nous rions parce que cela nous rapproche. Nos cerveaux ont ri bien avant que nous sachions parler. Et aujourd'hui encore, nous réagissons étonnamment bien au rire. Impossible de savoir si Martha et Jake seront heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont des personnages de fiction. Mais même inventée, leur histoire a déjà laissé des traces dans votre tête. Juste parce que votre cerveau a décidé de regarder ce documentaire jusqu'au bout. Chez vous aussi, de nouvelles connexions viennent de se former. Car notre cerveau change au fil des expériences que nous faisons. Et si votre cerveau a trouvé ce film intéressant, alors, un jour ou l'autre, il vous fera vous souvenir de Martha et Jake. Restez avec nous, car dans un instant, un documentaire nous apprendra ce qui fait suer les hommes, au sens propre comme au figuré. Alors, écoutons leurs confidences dans des saunas finlandais.